Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être présent à votre rendez-vous dominical Zone Franche. Les élections communales auront-elles lieu à bonne date? Quelle est d'ailleurs cette bonne date? Voilà toute la problématique de la tenue des consultations locales prévues pour cette année 2013, mais dont on ne sait encore quel moment elles auront lieu. Il est vrai que les députés ont récemment voté la loi corrective de la LEPI, mais comment se fera le processus de correction de la liste électorale permanente informatisée? Et combien de temps durera ce processus de correction? Par ailleurs, il est aussi en cours un processus de mise en place d'un nouveau code électoral. Quelles sont les avancées envisagées au fin d'une meilleure organisation des scrutins au Bénin? Voilà autant de sujets que nous aborderons ce matin avec notre invité du jour, qui est le député Akenatone. Bonjour honorable. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député élu dans la 24e circonscription électorale qui regroupe les communes de Kové, Ouenki, Zainado, Zakota et Zobodoin. Vous êtes président d'un parti politique, le CDS, Finayon, Congrès pour le développement et la solidarité. Et vous êtes ancien ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique, de l'enseignement technique. Vous êtes aussi enseignant de profession, vous êtes spécialiste technique quantitative de gestion et vous êtes fondateur d'une école privée supérieure de la place, je vais parler de HECM. Mais vous êtes aujourd'hui beaucoup plus sur ce plateau, aujourd'hui en votre qualité de député élu dans la 24e circonscription électorale, député de la majorité présidentielle. Et avec vous, nous allons aborder beaucoup de sujets qui ont trait à la vie parlementaire et au vote des lois et à l'impact des lois sur le développement du pays. Je vais animer cette émission comme à l'accoutumée avec mon collègue Léandre Doussou. Bonjour Léandre. Bonjour Brice, honorable Akenatone, bonjour. Bonjour. Monsieur le journaliste. Le président Boni Yayi, pour ce second mandat, annonçait une réforme dans tous les domaines, c'est-à-dire une nouvelle gouvernance dans tous les domaines, ce qu'il appelait alors la refondation. Et on peut dire qu'au niveau de la 6e législature, vous êtes bien inscrit dans cette logique-là, puisque vous avez voté beaucoup de lois. Il y a des lois qui ont été saluées, si on peut dire par tout le peuple béninois. Il y en a qui sont en attente d'être promulguées. Et nous allons parler de tout ça, mais la première question que je voudrais vous poser, quelle est cette loi-là qui a été votée et dont vous êtes le plus fier? Bien, je vous remercie beaucoup, messieurs les journalistes. Permettez-moi d'entrer de jeu de saluer toute l'équipe de Canal 3 Bénin pour le travail que vous abattez tous les jours que Dieu fait, mais également de saluer les auditeurs et auditrices, ainsi que les téléspectateurs et téléspectatrices, qui sacrifient une partie de leur temps pour pouvoir nous suivre. Alors, concrètement, vous avez demandé de quelle loi je suis le plus fier. Vous avez raison de dire que le programme de la refondation, Dr Boni Yayi, que nous avons adopté ensemble, pour lequel nous avons fait voter le peuple, et qui est en marche, est un programme très ambitieux, comportant un certain nombre de réformes. Et ces réformes ne peuvent s'opérer sans un national juridique, sans un renforcement du corpus législatif dans notre pays. C'est ainsi que vous avez vu effectivement que notre 6e législature est une législature très productive en loi et des lois essentielles. Eh bien, si je vous dis que je suis plus fier d'une loi que d'une autre, je serais en train de mentir, mais tout ce que je peux vous dire, alors, c'est que nous avons voté des lois très importantes et pêle-mêle, je peux vous citer des lois, quelques-unes des lois les plus importantes, à savoir la loi sur la lutte contre la corruption et ses infractions connexes, la loi contre la violence faite aux femmes, la loi référendaire, parce que nous avons notre constitution qui prévoit le référendum, mais la loi organique sur le référendum n'avait jamais été prise auparavant. Cette 6e législature a corrigé le tir. La loi sur les unités administratives, c'est-à-dire la création de villages, parce qu'on se rappelle bien que ce n'est pas un décret depuis 1978 que les villages ont été créés dans notre pays, les villages et quartiers de ville. Il était question pour le législateur de prendre une nouvelle loi pour fixer de nouvelles unités, parce que de 1978 à aujourd'hui, la population béninoise a évolué. Eh bien, au-delà de cela, nous avons voté aussi le Code de procédure pénale, qui est un grand document, un document très important, que les magistrats sont certainement en train de s'approprier actuellement pour une mise en œuvre efficace. Ce Code de procédure pénale que nous avons voté sera suivi du vote dans quelques jours
ou dans quelques semaines, du code de procédure même. Du code pénal même, du code pénal lui-même, puisque avant c'était le code de procédure pénale, maintenant c'est le code pénal. Et nous avons également voté d'autres lois. Il y a des lois vraiment très importantes. Je ne les ai pas énumérées, mais ce n'est que quelques-unes que je viens de vous dire. Lorsque nous entrons un peu dans les détails et que nous prenons la loi sur la corruption qui a été votée, et ça fait un bon moment déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes d'utilité de cette loi-là? L'opportunité, elle n'est plus à démontrer. Mais pour ce qui est de la mise en œuvre, donc des dispositions de cette loi-là, quelle utilité vous en jugez aujourd'hui? Parce que, pour compléter, je me rappelle que certains disent, est-ce qu'il était utile de voter encore une nouvelle loi? Il semble que dans ce pays, il fut un temps où Transparency International Bénin, lorsque M. Beyonvé dirigeait, qui a sorti une plaquette, qui a fait le point de tous les décrets, les tests, les anciennes lois, qui, mis ensemble, pouvaient déjà servir à lutter contre la corruption, mais on disait qu'il n'y avait pas de loi alors qu'il y avait des tests. Et donc, Transparency disait même que le peu de tests qui existaient, si on les appliquait, on aurait pu enrayer la corruption. Alors, pourquoi est-ce qu'il était encore utile de voter une nouvelle loi sur la corruption? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'était très utile de voter une loi sur la corruption parce que les tests existaient, mais de manière éparse. Des décrets, vous savez qu'une loi a toujours une force supérieure au décret. Et il était important pour le législateur, notre pays était vraiment en retard dans ce domaine, et même des partenaires techniques et financiers conditionnaient leur aide au vote de cette loi. Donc c'était important pour nous, surtout lorsqu'on sait que la corruption est l'un des maux qui gangrène notre économie. Nous pourrons y revenir, mais il est important que nous prenions nos responsabilités en dotant notre pays de ces tests vraiment importants qui permet efficacement de lutter contre la corruption. Vous avez demandé depuis le vote de cette loi ce qui a changé, mais le vote de la loi a eu lieu. Il faudrait bien qu'on explique à nos téléspectateurs et téléspectatrices qu'il y a une procédure. Lorsque une proposition de loi ou un projet de loi est sur la table des députés, c'est d'abord étudié. Et ce qui a été fait en commission et après en plénière, c'est adopté. Mais il fallait le contrôle de constitutionnalité. Donc il faut un temps à la Cour constitutionnelle pour étudier aussi à son tour la conformité avec la Constitution de cette loi. Ce qui a été fait, ça a pris un temps. Et ce n'est que tout dernièrement que cette loi a pu être promulguée une fois que tout a été mis au pas. Alors, on ne peut pas dire encore qu'on peut sentir de manière immédiate les effets de cette loi que nous avons votée, mais vous savez que la paix du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Alors, comme on sait que cette loi existe, c'est sûr que le Béninois, qui est chargé de la gestion, que ce soit des affaires publiques ou privées, saura qu'il y a quand même un test maintenant qui est définitivement bien ficelé. Il y en a quand même qui n'ont pas vraiment confiance et qui ne pensent pas totalement les choses comme vous, parce que ça fait quand même longtemps que nous parlons de la lutte contre la corruption au Bénin. Il y a des organes, il y a des ONG qui mènent déjà une certaine lutte. On a vu la marche verte, c'était la marche verte dans ce pays à l'arrivée du président Boni Yayi. Il y avait une peur sur le pays, les gens avaient peur de détourner les deniers publics. Et puis quelques temps après, cette peur s'est estompée et on a vu les grands scandales qu'il y a eu. Et aujourd'hui, il y a une loi, des dispositions pour lutter contre la corruption. Vous pensez que cela va apporter réellement, de façon pragmatique, quelque chose à notre pays? Bien, vous parlez des scandales comme s'il n'y en avait jamais eu auparavant. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la différence par rapport au passé, c'est que les scandales sont mis sur la place publique. Il y avait toujours eu des scandales, il y avait toujours eu la corruption dans notre pays. Mais lorsque ce n'est pas mis sur la place publique, on ne peut pas le savoir. Mais il faut saluer le courage du chef de l'État qui met les affaires sur la place publique. On a cité plein d'affaires dans ce pays, que ce soit, on a parlé d'affaires Sensat, c'est le président de la République qui a envoyé l'IGE. Une chose est de les mettre sur la place publique, l'autre chose est de pouvoir poursuivre les gens, d'aller jusqu'au bout. Vous avez vu tout dernièrement que des anciens ministres ont été traduits devant la Haute Cour de justice. Il a fallu que le gouvernement envoie leur dossier et que l'Assemblée également prenne ses responsabilités en votant pour la poursuite de ces anciens ministres. Moi, je ne dis pas, comme j'ai l'habitude de le dire, je ne dis pas de but en blanc que ces ministres sont condamnés à l'avance, mais on leur donne la possibilité d'aller se justifier. Et donc, il faut saluer forcément le courage du président de la République qui sort les scandales de son propre régime. Si des gens commettent des fautes, il ne les cache pas, il ne camoufle pas
mais ça sur la place publique. Il y a une grande différence par rapport au passé. Ce qu'on dit par rapport à ça, c'est que le fait de porter sur la place publique ce scandale se fait de manière sélective parce qu'il y a d'autres scandales sur lesquels on aurait pu être plus prompt, mais sur lesquels on ne sent pas le gouvernement. Est-ce que c'est parce que... Vous pouvez m'en citer des exemples? Je souhaiterais ne pas en citer, mais peut-être vous savez de quoi je parle. On estime que ceux dont les affaires sont portées sur la place publique sont des gens qui apparemment ne sont plus tellement en grâce, qui sont peut-être en disgrâce auprès du chef de l'État. Mais on va peut-être y revenir. Parlons d'autres lois. Il y a une loi que vous avez récemment voté aussi, qui est une loi d'importance, la loi sur le foncier. Bien sûr, le code foncier. Le code foncier. Alors, quelles sont les grandes avancées que vous espérez faire bénéficier au peuple en votant cette loi? Je vous remercie encore une fois, mais je pense que, comme la loi sur la corruption, le code foncier était un document qui manquait dans notre pays. Les affaires foncières étaient gérées de manière administrative avec des décrets et pas avec une loi prise par le législateur qui réglemente la chose. Vous savez que la terre est une richesse fondamentale, surtout pour le Béninois. La terre en général, c'est une richesse fondamentale. Mais pour le Béninois, cette richesse, au-delà de son caractère matériel, va vers un caractère un peu spirituel. Parce que tous les Béninois veulent avoir chacun un lopin de terre pour les vieux jours. D'accord? Ce qui est important, on dit dans un pays de la sous-région que le Béninois, même lorsqu'il est gardien, et lorsqu'il gagne le SMIC, il arrive à se construire sa maison. Cela démontre déjà l'importance de la terre pour nos concitoyens. Mais la terre qui a cette importance ne peut pas avoir toute sa valeur financière, économique, sociale, si elle n'est pas sécurisée. D'où l'importance de doter notre pays d'un code foncier pour sécuriser la richesse. La richesse que constitue la terre. Et vous êtes d'accord avec moi que les investisseurs étrangers également n'acceptent jamais d'investir sur une terre qui n'est pas sécurisée. Bien sûr. Alors, il fallait donc qu'on ait, c'était l'une des grandes réformes contenues dans le programme de refondation du président Boni Yayi. Et on s'est attelé à cela. La 6e législature a pris le dossier en charge et vous avez vu que cela a été un aboutissement heureux. Alors, à partir de maintenant, lorsque un citoyen va faire toutes les formalités, acquérir la terre et obtenir son titre de propriété, le certificat foncier, une fois la loi promulguée, bien entendu. Foncier, oui, une fois la loi promulguée, oui, ce citoyen peut être sûr d'avoir vraiment d'être propriétaire de sa parcelle. Et on ne va plus en ce moment-là assister à des, comment on appelle, aux destructions, à des casses malheureuses qui font beaucoup de sinistrés dans notre pays. Alors je crois que cette loi, ce code foncier que nous avons voté, constitue une loi majeure qui restera encore à l'actif du gouvernement du président Boni Yayi, mais également de la 6e législature que nous sommes. Pourquoi est-ce que entre l'adoption du texte à l'Assemblée nationale et la promulgation par le président de la République, il y a tout ce temps? Parce que ça dure pour les citoyens, oui, ça dure, ils ont ça dure pour les citoyens. Oh, non, non, je crois qu'on dit dans notre langue que lorsque on ne meurt pas de 10 jours, on ne meurt pas du 11e. C'est-à-dire qu'il faut que nous n'allions pas dans la précipitation. Il faut absolument suivre les procédures, parce que c'est une loi qui restera après nous, pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir. Lorsqu'une loi est votée à l'Assemblée nationale, elle doit subir le contrôle de constitutionnalité. Et quand vous voyez le document, c'est un document volumineux de plusieurs centaines de pages. La Cour constitutionnelle, comme les députés, a l'obligation d'étudier minutieusement pour voir si cette loi respecte intégralement la Constitution. Ce qui a été fait, je crois, maintenant. Il reste peut-être une mise en conformité à faire. Et il faut que cela soit fait pour ne pas violer notre Constitution qui est notre loi fondamentale. Et dès que ceci est fait, le président de la République ne fera que promulguer cette loi qui entrera en vigueur aussitôt. Voilà, honorable Aké, nous allons évoluer, vous avez cité les normes. On va passer au sujet majeur du jour, la LEPI et puis la loi portant le code électoral. Mais je voudrais qu'on finisse cette partie des grandes réformes en parlant des sujets, quelques lois majeures encore, qui sont encore sur votre table. Et, prenons deux, la loi sur
la parité, parce que c'est quand même un débat important, vous l'avez reporté, et puis la loi qui doit corriger le statut d'agent permanent de l'État, parce qu'il y a certains aspects qui posent problème. Prenons d'abord la question de la parité. Pourquoi est-ce que vous reportez chaque fois ce débat? Bien, je vous remercie. Notre Constitution, en son article je sais pas, 26, ou je crois, parle d'égalité entre l'homme et la femme. Alors, l'égalité entre l'homme et la femme doit pouvoir se traduire dans les faits. Et lorsque cette égalité va se traduire dans les faits, ce sera une égalité réelle où la femme a droit à tout ce à quoi l'homme a droit. L'homme petit a, je veux dire. Il faut tout faire pour éviter qu'il y ait d'inégalité, par exemple, à diplôme égal et qualification égale, qu'il y ait une différence entre les salaires. Je crois que dans notre pays, sauf erreur de ma part, il n'y a pas encore cette disparité-là qui existe. Les femmes et les hommes sont payés de manière égalitaire. Il faudrait que la femme ait toute la dignité qui lui revient. Et pour pouvoir atteindre cet épanouissement de la femme, il y a un ensemble de choses. Il y a la scolarisation. Il faut promouvoir la scolarisation. Il faut tout faire pour que la femme ait le droit de pouvoir accéder aux fonctions. Il faut sauvegarder la santé de la femme, parce qu'il faut reconnaître après tout que la femme court plus de risques sanitaires que l'homme, étant donné que c'est elle qui porte la grossesse pendant 9 mois. Et donc, on doit pouvoir trouver un système de protection de la femme. Cela permet à la femme d'être effectivement l'égale de l'homme. C'est tout ça qui est retable. Non, j'en arrive là. La parité n'est pas un mot qui existe dans notre Constitution. Et je suis sûr que si on prend une loi parlant de parité, c'est sûr que cette loi sera cassée par la Cour constitutionnelle. Parce que la question qui se posait de savoir si la parité garantit l'équité. Quand on dit parité, on dit par exemple, lorsqu'il y a un concours d'entrée dans la fonction publique, s'il y a 100 places, il faut qu'il y ait 50 hommes et 50 femmes. Dieu seul sait qu'aujourd'hui, les femmes sont capables de prendre toutes les 100 places. Et pourquoi, si c'est les femmes qui sont arrivées en première position, il faudra en éliminer 50 pour prendre 50 hommes qui étaient dans le premier et le millième du concours? Eh bien, donc, cette question de parité n'avantage pas la femme. Ceux qui pensent que c'est la femme qu'on veut promouvoir, je ne crois pas que c'est cette question. J'ai suivi les débats parlementaires, je n'ai pas eu l'impression que vos collègues députés femmes soient pratiquement sur la même longueur d'onde que vous. Non, je crois. Vous savez, il y a la politique et puis il y a l'activisme également. Oui. Ce qu'on a vu, moi je crois que j'ai discuté avec beaucoup de femmes qui ne sont pas d'accord avec cette loi. Parce que cette loi qui est amenée sur notre table parlait simplement d'une parité électorale. Donc il faut, sur les listes électorales... Égal, oui, on a dit oui. Mais vous savez, c'est une loi qui a tenu sur une demi-page. Une loi de cette importance qui tient sur une demi-page. On dit, lorsqu'on positionne un homme, il faut positionner une femme. Et de manière verticale et de manière horizontale. Donc si dans la première circonscription, c'est un homme qui est en tête de liste, il faut que dans la seconde, que ce soit une femme. Ce n'est pas réaliste. C'est pour ça que nous ne pouvons pas transformer notre majorité parlementaire en une caisse de résonance. Ça, c'est vous qui le dites. Vous savez, il y a des pays comme le Rwanda qui ont mis ça dans leur loi, demandait que le Parlement aujourd'hui est presque égalité, paritaire. Au Rwanda même, il y a même plus de femmes que d'hommes. À l'Assemblée, il y a 56% de femmes. C'est une loi qui a obligé les partis politiques à mettre de façon importante les femmes sur leur liste électorale. Je ne sais pas s'il y a une loi dans ce sens au Rwanda, mais ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui la population rwandaise est très déséquilibrée à cause de tout ce qu'il y a eu comme guerre. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et c'est normal, même s'il n'y a aucune loi, c'est normal que dans les institutions, on remarque plus de présence de femmes que d'hommes. Mais franchement, entre nous, M. Brice Oussou, est-ce que la démocratie béninoise a quelque chose à apprendre d'un pays comme le Rwanda? Pourquoi pas? Non. En matière de démocratie, nous sommes en avance sur le Rwanda et ce n'est pas là. Il ne faut pas copier ceux qui sont derrière. Nous sommes toujours en avance. Ça, c'est vous qui le dites. Nous sommes toujours. Vous savez, il y a la démocratie et puis il y a la démocratie encadrée. Nous, ici, nous avons opté pour une démocratie intégrale.
où les libertés sont totales, où l'homme doit pouvoir... Mais sur le plan des réformes économiques et sociales, ils ont des avancées. Nous, il y a même une commission composée des ministres de Souza, de la Santé, qui sont revenus de mission et qui nous ont dit qu'il y a tellement de choses qui se font qu'on aurait intérêt à copier. Mais demandez-vous s'il y a une telle loi... de la guerre il n'y a pas longtemps. Oui, mais demandez-vous s'il y a une loi comme ça, parce que j'ai entendu dire qu'ici, il y a un financement extérieur d'un pays qui est un grand pays, qui a financé les associations de femmes pour promouvoir ce fameux partenariat. Mais je dis, est-ce que dans ce pays-là, cette loi existe? Ça n'existe pas. Quand je regarde le congrès de ce pays, je vois que des têtes d'hommes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner sa place à la femme. Il faut donner sa place à la femme en lui permettant d'exercer des activités génératives de revenus. La femme ne doit plus être confinée au foyer. Mais nous sommes dans une culture donnée. La culture africaine, il faut tenir compte de ça. La culture béninoise, il faut tenir compte de ça. Et ce n'est pas parce qu'une femme est au foyer qu'elle n'a pas son importance. Non, maman, moi, ma mère, c'est une femme qui est restée au foyer, elle n'a pas travaillé, mais elle est une déesse dans notre maison. Donc c'est important de se connaître ce que c'est notre culture et de savoir s'y conformer aussi. Il ne suffit pas de voter des lois pour voter des lois. De toute façon, même si cette loi était votée en l'état, elle ne serait pas applicable. Elle ne serait jamais applicable. À quoi ça sert de balancer une loi qui ne sera pas applicable? C'est-à-dire que vous rejoignez un peu l'honorable candidat Zanaï qui estimait que ce serait apprendre la paresse aux femmes que de voter une telle loi et que les femmes vont devoir se battre elles-mêmes, comme ces femmes-là qui sont actuellement à l'hémicycle. Sans qu'il y ait une loi. Sans qu'il y ait une loi, mais moi je ne pense pas que... le problème ne se pose pas en termes d'apprendre la paresse aux femmes. Moi je ne veux pas qu'on jette un regard de pitié sur la condition de la femme. La femme est un être humain à part entière et non un être entièrement à part. Alors pourquoi chercher à tordre le cou au test pour dire prétendument qu'on est en train de lui arranger la situation? Moi, je suis père d'un garçon et de deux filles. Et mes filles, comme mon garçon, c'est à égalité. Il n'y a pas de différence. Je les éduque comme telles. Chacun se bat et chacun a droit au même privilège que l'autre. Alors, ok, je parlais d'un sujet, la loi sur la fonction publique. Vous savez qu'il y a des réformes que le gouvernement veut introduire. Il y a des députés qui ont porté ça. La question, par exemple, de droit de grève, qu'on veut revoir les conditions pour aller à la grève. Vous avez vu, il y a un tollé général au niveau des syndicats. Ils ne sont pas d'accord avec ce qui est proposé. Eh bien, cette loi n'est pas encore vraiment en plénière, mais elle est encore en commission actuellement. Mais ce que moi je dis, vous avez fait allusion